Compte rendu de la 3e réunion extraordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce mercredi 15 avril 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 3e réunion extraordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Et 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des droits et libertés individuelles des citoyens. Suite à certaines préoccupations exprimées ces derniers jours dans l'opinion publique, notamment par des jeunes de notre capitale au sujet du port des cheveux tressés ou de locks, le président de la République a tenu à rappeler quelques principes fondamentaux qui doivent guider l'action de l'État ainsi que le comportement de nos concitoyens. En effet, notre Constitution garantit à chaque citoyen un ensemble de droits et libertés fondamentaux. Ces droits, qui constituent l'un des piliers de notre État de droit, assurent la protection de la dignité humaine, de la liberté individuelle et de l'épanouissement de chaque Congolaise et de chaque Congolais dans le respect des valeurs de notre nation. Toutefois, le président de la République a souligné que l'exercice de ces droits et libertés ne saurait être assimilé à un libertinage. Dans toute société organisée, la liberté s'exerce dans le respect de la loi, de l'ordre public, de la morale, de l'éthique et des bonnes mœurs. Cet équilibre demeure indispensable pour garantir la coexistence harmonieuse entre les libertés individuelles et les exigences de la vie collective. Le président de la République a aussi tenu à rappeler que la police nationale congolaise a pour mission essentielle d'assurer le maintien de l'ordre public, de protéger les citoyens ainsi que leurs biens et de prévenir toute forme d'insécurité. Cette mission est noble et indispensable à la stabilité de notre pays. Cependant, l'exercice de cette mission doit se faire tant dans le strict respect de la loi et des droits fondamentaux des citoyens. Les interventions policières doivent s'inscrire prioritairement dans une logique de prévention, d'encadrement et de protection, et non dans une dynamique susceptible de conduire à des arrestations arbitraires ou à des pratiques attentatoires aux libertés individuelles. S'agissant de l'apparence capillaire ou vestimentaire des jeunes, notamment les ports de cheveux tressés ou des locks par certains garçons, le président de la République considère que de tels choix, dès lors qu'ils ne constituent ni une violation de la loi, ni une atteinte à l'ordre public, ne sauraient justifier des interpellations systématiques ni des privations de liberté. Cependant, l'éthique, la morale et les bonnes mœurs devraient aussi être des repères et des témoins guidant la vie en communauté. Il a invité à cet effet les éléments de la police nationale congolaise à faire preuve de pédagogie, de discernement, de professionnalisme et de respect scrupuleux des droits des citoyens dans l'exercice de leur mission. Dans le même temps, il a exhorté la jeunesse congolaise à exercer ses droits et libertés avec responsabilité en respectant les lois de la République, notre police nationale, les valeurs sociales et les principes qui fondent notre vivre ensemble. Afin de prévenir toute dérive et de renforcer à la fois l'encadrement de la jeunesse et la formation civique et professionnelle des éléments de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a été instruit avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que la ministre de la Jeunesse à se saisir de cette question avec toute l'attention requise. Le président de la République leur a demandé de proposer des mesures appropriées d'encadrement, de sensibilisation et de formation, tant à l'endroit de la jeunesse que des éléments de la police nationale congolaise, afin de garantir le respect des droits et libertés individuelles tout en préservant l'ordre public et la cohésion sociale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'entrée historique de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers et l'exigence de transformation économique. À ces sujets, le président de la République a tenu à saluer avec satisfaction
Une étape que l'histoire économique de notre pays retiendra, la réussite de la toute première émission de rebond par la République démocratique du Congo. Il a félicité le gouvernement ainsi que l'ensemble des équipes, particulièrement le ministre des Finances, qui ont conduit cette opération avec méthode, constance et discipline, ouvrant ainsi à notre pays, dans un environnement international incertain, les portes d'un espace où seuls accèdent les États dont la parole financière inspire crédibilité et confiance. Car en vérité, ce que les marchés ont souscrit, ce n'est pas seulement une obligation financière, mais une promesse, celle d'un État gouverné avec un ordre, prévoyance et responsabilité. Historique moins par son montant de 1,25 milliard de dollars américains que par ce qu'elle consacre l'entrée de la République démocratique du Congo dans les cercles exigeants des nations qui se financent sous les regards de marchés internationaux. Cette émission, souscrite plus de 4 fois, traduit une avance de confiance. Le président de la République a insisté dès lors sur un impératif non négociable, la mise en place d'une capacité de remboursement crédible et anticipée. Des provisions annuelles devront être constituées avec rigueur et une gestion transparente de ressources mobilisées devra être assurée afin que chaque dollar engagé contribue directement ou indirectement à générer les moyens de son propre remboursement. La dette ne soutenable que lorsqu'elle finance la création des richesses, ces ressources ne constituent pas une marge de manœuvre politique, elles sont une obligation des résultats. Elles devront être orientées exclusivement vers des projets structurants, bancables, capables de transformer durablement notre économie, d'organiser notre territoire et d'améliorer les conditions de vie de nos populations, a-t-il insisté, et de marteler les investissements envisagés, infrastructures routières, modernisation aéroportuaire, énergie, formation professionnelle et connectivité des territoires ne doivent pas rester des intentions administratives, ils doivent devenir des réalisations visibles, mesurables et incontestables. À cet effet, le président de la République a engagé la Première ministre à mettre en place une commission interinstitutionnelle chargée d'assurer les suivis rigoureux de l'exécution de ces investissements. Cette commission comprendra notamment les ministères en charge du plan des finances et des secteurs concernés, ainsi que les représentants de son cabinet. Le ministre des Finances a été, lui, instruit de garantir une traçabilité irréprochable des ressources mobilisées et de mettre en place un dispositif de suivi structuré, accessible et opposable dans le cadre de la dite commission. Enfin, le président de la République a exigé des institutions de contrôle une surveillance rigoureuse et continue. L'inspection générale des finances évaluera annuellement la conformité de l'exécution du programme d'investissement aux lois de la République et aux meilleures pratiques, tandis que la Cour de compte présentera au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cet emprunt autorisé par la loi des finances. Car, a-t-il précisé, la confiance des investisseurs ne se décrète pas, elle s'est construite dans la durée par des preuves tangibles et des disciplines et des résultats. À ce titre, le gouvernement présentera trimestriellement au Conseil des ministres un rapport structuré et vérifiable, validé par la commission précitée, portant sur les niveaux d'engagement de fonds, l'état d'exécution physique de projets, les résultats observables sur le terrain, ainsi que les écarts constatés et les mesures correctives engagées. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et faire coutumière a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par l'attente quant à l'issue de la poursuite des négociations entre les représentants du gouvernement et ceux de la coalition AFCM 23, ouverte le 14 avril 2026 en Suisse, en ce qui concerne les actions de la police contre le banditisme et la criminalité. Le rapport du VPM intérieur indique ce qui suit, à Béni notamment, une dizaine des présumés bandits armés reprochés d'actes criminels, dont des cas de cambriolage ainsi que des liens présumés avec de groupes armés a été présenté le mardi 14 avril 2026.
Parmi ces présumés criminels présentés figure également un militaire. Dans les Hauts-Katanga, le bouclage ciblé organisé le 9 avril 2026 dans la cité de Loambo et à Likasi ont permis d'interpeller 54 présumés criminels. À Kinshasa, trois inciviques armés roulant sur 2 motos ont été interpellés le 9 avril 2026 vers 18 h après qu'ils venaient de braquer une maison de change Sam Business située au croisement des avenues Bakongo et Louvois en commune de Barumbu à Kinshasa. Après avoir passé en revue les quelques cas des sinistres et catastrophes déplorés à travers certaines provinces, rassurant des mesures prises pour y faire face, il a été évoqué la situation aux frontières, particulièrement celle avec la République du Burundi, où 713 compatriotes sont rentrés le 13 avril 2026 de par le poste frontalier des camps Vivira dans la ville d'Ouvira. Depuis la réouverture de cette frontière, le 23 février 2026, les statistiques de la Commission nationale de réfugiés indiquent 42 982 réfugiés rentrés au pays. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, représentant le ministre de la Défense en mission, a quant à lui brossé la situation opérationnelle sur les territoires nationaux en revenant spécifiquement sur les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Lituri, mais aussi de la situation dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation sanitaire dans le pays, caractérisée essentiellement par l'épidémie de choléra. À la 14e semaine épidémiologique, il a été constaté une baisse des cas suspects, passant de 1157 à 968, avec 14 décès enregistrés, soit une létalité de 1,5% contre 1% la semaine précédente. La notification de nombre des cas est restée en dessous de la barre de 1000 pour cette semaine. S'agissant des Kinshasa, 36 nouveaux cas suspects et 2 décès ont été rapportés durant cette semaine, contre 51 cas et aucun décès à la 13e semaine. 16 malades actifs sont pris en charge dans les centres de traitement du choléra à Kinshasa, contre 12 la semaine précédente. À la prison centrale de Makala, la situation reste maîtrisée depuis plus de 20 jours consécutifs, sans aucune notification des cas suspects ni nouvelle hospitalisation. La couverture vaccinale a atteint 94% au 12 avril 2026. Plusieurs actions sont déployées dans les cadres du dispositif de riposte afin de venir à bout de cette épidémie. Note d'information relevant du secteur de la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a informé le Conseil de l'organisation des prix du service public 2026. En effet, ces prix du service public sont destinés à récompenser sur la base d'un processus objectif et transparent les meilleures initiatives, bonnes et pratiques et innovations administratives, tant au niveau central, provincial que local, en faveur de l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens. Pour en garantir la crédibilité, le processus d'attribution des prix sera conduit par un jury indépendant et international mis en place à cet effet et disposant d'un règlement intérieur. Les prix du service public seront décernés dans 5 catégories, à savoir prix de l'innovation administrative qui récompense les projets qui transforment les méthodes de travail au sein des services publics, prix de la transparence et de la bonne gouvernance pour saluer les efforts en matière de transparence, de lutte contre la corruption et des gouvernances ouvertes, prix de la qualité des services aux citoyens pour distinguer les initiatives qui améliorent concrètement l'expérience et la satisfaction des usagers du service public, prix de la digitalisation des services publics qui récompense les projets qui contribuent à la transformation numérique des services publics, prix de l'inclusion des services publics enfin. Ces prix priment les actions durables entreprises par les services publics pour garantir les prestations inclusives tant dans leur sein que vis-à-vis des usagers. Ils seront décernés en présence du président de la République lors de la cérémonie solennelle d'ouverture des conférences annuelles du service public. Cette séquence visera à réaffirmer aussi la priorité accordée à la transformation des services publics et de l'action de l'État en mettant en lumière les avancées en matière de gouvernance administrative et de digitalisation du secteur public et à susciter
à travers ces distinctions prestigieuses, une dynamique d'émulation au sein des services publics en faveur de l'adoption et la diffusion de meilleures pratiques. C'est ainsi qu'il a annoncé le lancement dans les prochains jours de l'appel à candidature au prix du service public, suivi d'une campagne de diffusion et de sensibilisation des services publics. Il a invité les membres du gouvernement à encourager leurs administrations et entreprises publiques et tout autre service public sous tutelle à participer à ces processus. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a présenté au Conseil la note d'information axée sur 2 volets. Les premiers volets concernent la situation humanitaire préoccupante des déplacés en provenance de Mombasa. À ces sujets, elle a indiqué que depuis le 12 mars 2026, la population du territoire de Mombasa en province de l'Ituri est confrontée à des actes de violence extrêmes perpétrés par les terroristes ADF entraînant des conséquences immédiates, telles que l'errance des milliers de personnes déplacées internes, une pression accrue sur les infrastructures d'accueil, particulièrement dans la ville de Kisangani, une détérioration des conditions de vie, manque d'abri, insécurité alimentaire, accès illimité à l'eau potable et aux soins de santé, et des risques élevés en matière de protection des personnes vulnérables, en l'occurrence femmes et enfants. Rien que pour la période du 6 au 10 avril 2026, la Division provinciale des actions humanitaires a enregistré un effectif de 4 380 personnes déplacées dans la ville de Kisangani et cette opération se poursuit. Le deuxième point à porter sur le projet des réinsertions des déplacés des conflits Mbole et Lengola en province de la Chopo. Sur ces volets précis, elle a motivé la nécessité de mettre en œuvre un projet structurant des réinsertions durables consistant à la construction de 3000 maisons destinées aux anciens déplacés issus de conflits intercommunautaires Mbole et Lengola. Ces projets, a-t-elle souligné, visent à assurer une réinstallation durable et sécurisée des populations concernées, en désengorger les zones urbaines, notamment Kisangani, à permettre une meilleure prise en charge des nouvelles vagues de déplacés, en provenance notamment de Mombasa et d'autres territoires comme Walikale, et à contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilité sociale. L'autorisation du gouvernement a été requise pour le déploiement immédiat d'une assistance humanitaire d'urgence en vue de couvrir les besoins prioritaires identifiés, autant que la validation de la mise en œuvre du projet de construction de 3000 maisons. L'appui aux services provinciaux pour la conduite d'évaluations multisectorielles approfondies sera renforcé et la mobilisation de partenaires humanitaires sera structurée afin d'assurer une réponse coordonnée. Le président de la République a demandé à la ministre d'État de revenir tout le vendredi en Conseil de ministres pour faire le point de l'évolution de la situation humanitaire sur toute l'étendue du territoire national en vue de nous assurer d'apporter toujours la réponse idoine au moment où il les faut à tous les compatriotes qui en ont besoin. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a requis l'accord préalable du gouvernement à la construction d'un centre polyvalent de formation professionnelle par l'ASBEL International Youth Fellowship de la mission chrétienne coréenne en République démocratique du Congo, destiné à l'encadrement et à la formation des jeunes Congolais. La réalisation de ce projet se fera sur le terrain appartenant à l'État situé dans la concession de l'ITA Mombele, dans la commune de Limete à Kinshasa, afin de préserver les patrimoines immobiliers. L'utilisation de ces terrains par le partenaire précité ne peut intervenir que dans le respect des dispositions de la loi foncière que le ministère entend respecter. En ce qui concerne les engagements respectifs de parties, il est prévu 1. Pour l'État, la mise à disposition du terrain concerné, l'octroi des exonérations des droits des douanes et taxes à l'importation pour les matériaux, équipements, véhicules et autres biens nécessaires à la construction et au fonctionnement du centre, et la facilitation des visas aux volontaires et formateurs qui viendront pour la réalisation du projet. 2. Pour le partenaire, les financements intégral de la construction du centre, les démarrages de travaux dans les 60 jours suivant la signature du protocole d'accord à Kinshasa, la signature du protocole d'accord définitif en fin juillet et la remise au terme du contrat, la pleine propriété du centre et de ses équipements
au ministère de la Formation professionnelle. En vue d'assurer toute transparence sur ces partenariats, au regard des effets d'usufruit dont la durée est fixée à 25 ans, conformément à la loi et comme préalable pour procéder, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a invité les conseils à prendre acte de la volonté exprimée par les deux parties, à autoriser la signature du dit contrat selon les dispositions de la loi foncière et à accorder la mise à disposition d'1 hectare de terrain de l'ITA Montbéliard à l'ESBEL pour la réalisation du dit projet. Le Conseil a pris acte de cette note d'information comme sollicité. Note d'information relevant du secteur du développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a informé le Conseil de la célébration de la Journée internationale de coopérative 2026 ainsi que les préparatifs y afférents. Intervenant généralement les premiers samedis du mois de juillet de chaque année, cette journée sera célébrée pour cette année, le 4 juillet 2026. Elle permettra la sensibilisation accrue par la promotion des valeurs et principes coopératifs au grand public, l'impact économique et social par la mise en évidence du rôle des coopératives dans la création de l'emploi, la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale, le renforcement de la visibilité de coopératives par la promotion de leur succès et du rôle de leurs acteurs clés au développement durable, l'engagement des jeunes et leur incitation aux valeurs de solidarité et d'entrepreneuriat. Ainsi, toutes les parties prenantes seront réunies pour participer à une série d'activités prévues. Il s'agit notamment des conférences et tables rondes sur les coopératives en RDC, y compris la création, l'organisation et le fonctionnement des coopératives, de campagnes de sensibilisation et des plaidoyers pour l'approche société coopérative multisectorielle polyvalente, témoignages et reportages mettant en avant les réussites et les innovations des sociétés coopératives. Dernière note soumise à l'examen du Conseil des ministres de ce jour, note d'information relevant du secteur de droits humains. Le ministre des Droits humains a informé le Conseil du processus de redynamisation des divisions provinciales de droits humains dans les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central, Congo central, Kwango et Ituri. En première phase, cette redynamisation s'est faite sur une périodicité se situant entre 3 et 5 mois. Elle consiste à rénover ou construire et équiper dans chaque province un bâtiment dédié à la division provinciale de droits humains, organiser un séminaire de renforcement des capacités de chefs des divisions provinciales, de fonctionnaires de la division provinciale et autres agents et cadres publics, relancer les activités de la division provinciale en faisant de la promotion et de la protection des droits humains ainsi que la rédaction de rapports sur la situation des droits humains de la province concernée, d'abord une affaire du gouvernement. Pour la première phase, les travaux de rénovation ou de construction et d'équipement des bâtiments y afférents sont achevés à Mbujimaï, à Kananga, à Matadi, Kenge et à Bunia. Et pour les autres provinces, les travaux devraient commencer dans les jours qui viennent. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 86e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 10 avril 2026. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, un texte a été soumis. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil pour examen et approbation le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 2 mai 2026. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 16h07, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 17h31. Je vous remercie. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie.